Bien, bonsoir à tous. Les derniers retardataires rateront le début, tant pis pour eux. Voilà, merci d'être venus pour cette conférence de François Bernard. Alors, je vais essayer de prononcer c'est Huyghe, à la belge. Alors, c'est En Huyghe. français, on dit Huyghe, et Ouais. en belge, ça se dit Huyghe. Ouais, mais je suis français, c'est Huyghe depuis... Tu es français depuis longtemps? Voilà. Depuis avant le XXe siècle. Ouais. Voilà, bon, toujours est-il que notre président Jean-François Michaud va vous présenter l'orateur. Moi, je vais vous dire deux mots sur le Cercle Paul Vendôme pour ceux qui sont venus et qui ne le connaissent pas encore. Donc, le Cercle Paul Vendôme a été créé il y a maintenant 3 ans. Nous avons reçu François Bernard Huyghe est le 18e orateur du Cercle Paul Vendôme. Et le 19e sera, notez-le dès à présent, Bérénice Levé, qui va venir nous parler du féminisme, qui est une philosophe française et qui a écrit un très joli livre qui s'appelle « Libérons-nous du féminisme ». Et par le goût habituel de la provocation qui est propre au Cercle Paul Vendôme, nous l'invitons la veille de la journée de la femme, c'est-à-dire le 7 mars au soir, ce qui devrait susciter quelques réactions, j'espère, parmi la population locale. Voilà. Donc je laisse la parole à notre ami Jean-François Michaud qui va vous présenter François Bernard. Je te passe le micro. Bonsoir à tous. Très heureux de vous présenter ce soir François Bernard Huyghe. Il se trouve qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais, depuis plus de 40 ans, donc pas une découverte pour moi. François Bernard a fait des études de sciences politiques, il a un doctorat en sciences politiques, il a eu plusieurs vies. Il a été réalisateur de cinéma, fonctionnaire à l'UNESCO, enseignant, il est toujours enseignant à la Sorbonne. Il est directeur surtout de recherche à l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut de recherche internationale et stratégique. Et il a publié une vingtaine d'ouvrages, dont les plus connus, qui sont paradoxalement presque les plus anciens, datent de 87 et de 91. C'était la soft idéologie en 82, 87, pardon, et la langue de coton en 91, qui préfigurait assez bien à cette époque ce qui est devenu notre quotidien. Voilà, alors aujourd'hui, le sujet, ce sont les gilets jaunes. Qui sont ces gilets jaunes? Des affreux, des incompris. Il y a quelques résumés qui ont été faits sur ce mouvement, mais je pense qu'il a à la fois une idée très claire dans ce livre, c'est de montrer à quel point ces gens-là incarnent une forme de désespoir et que la seule forme d'expression qu'ils ont trouvée, c'est cette forme d'expression-là. Voilà, je lui passe la parole. Merci. Alors, je parle dans ce micro, ça vous va? Tu parles aussi dans celui-là. Je parle dans celui-là, comme tu veux. Voilà, okay. Bien, bonsoir à tous. Alors, première remarque, je ne suis pas le seul auteur de... Ça va? À plus près, d'accord. Première remarque, je ne suis pas le seul auteur de ce livre, puisque je l'ai fait avec deux camarades, Damien Lichet et Xavier Desmaisons, qui sont des spécialistes des big data, de l'analyse des données, des métadonnées. Et ce bouquin a été fait très rapidement. On aurait pu le sortir presque pour le 31 décembre. Il a été fait très rapidement entre mes textes. Alors moi, je suis plutôt littéraire ou généraliste dans cette affaire, où j'ai repris des textes de mon site. Je vais faire un peu de publicité, huyghe.fr. Et ces amis qui travaillent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des manœuvres? Est-ce qu'il y a des diffusions suspectes? Est-ce qu'il y a des faux comptes? Ce genre de choses. Et ils ont d'ailleurs conclu, alors je vais rassurer, je vois qu'on a une amie russe, je vais la rassurer tout de suite. Il a... non, c'est pour le live, ok. On a conclu d'une étude que la légende tendant à attribuer la montée du mouvement des Gilets jaunes sur Facebook et sur les réseaux sociaux à des manœuvres des trolls russes était parfaitement imaginaire, comme d'habitude. Bon, alors,
Donc ce livre est parti comme ça, et il est sorti surtout d'une surprise devant ce mouvement. Alors soyons honnêtes, auquel j'ai participé. Je fais les manifestations, je me fais gazer comme les petits camarades, quoi. Je m'y suis intéressé pour deux raisons, parce que bon, vous avez vu ma gueule, comment je suis habillé, je suis vraiment un bobo caricatural du 6e arrondissement, social traître à ma classe, et par ailleurs, quand je ne suis pas dans mon 6e de bobo d'intello, je vis dans un tout petit village de Charente, un ancien village ouvrier qui a tout pris, quoi, où tout a fermé, où les gens ont plus d'espoir, et voilà, donc la France qui bloque les carrefours, et la France qui va symboliquement aux Champs-Élysées. Alors, donc tout part d'une surprise, et cette surprise, c'est devant un mouvement social inédit. Personne n'a compris. On peut pas comparer, c'est l'anti-mai 68, on peut pas comparer 1848 à n'importe quoi. C'est un mouvement social inédit, d'abord parce que personne ne l'a précédé. Il n'y avait pas des intellos de la Sorbonne ou de Normal pour préparer ça. Il n'y avait pas des syndicats, il n'y avait pas des textes. C'est parti spontanément par une vidéo d'une brave dame sur Facebook. Ça ne correspond absolument pas un schéma classique, sans mettre bien mes copains marxistes d'ailleurs. C'est pas détenteur des moyens de production contre force de production. C'est un mouvement où il y a pas forcément les plus pauvres, pas forcément ceux qui sont le plus au chômage. Il y a des retraités, il y a des ouvriers, il y a quelques paysans, pas beaucoup, il y a des petits patrons, il y a des artisans, et tout ce monde fraternise dans un mouvement d'un type nouveau, et où on a vu se révéler des fractures. Alors il y a des sociologues qui ont expliqué que c'était, on viendra là-dessus, la France périphérique, hein, celle qui est éloignée des grands centres où on prend l'avion, où on envoie ses enfants chez Erasmus, où le centre est gentrifié par des gens comme moi. Et voilà, c'est une France périphérique contre une France centrale. Mais l'expression la plus extraordinaire, c'est je sais plus quel député qui a dit ça, c'est ceux qui ont de l'espoir contre ceux qui n'ont pas d'espoir. C'est très très clair. Si vous êtes dans le centre-ville, ou alors il y a une troisième France des banlieues, on en parlera aussi, finalement vous pouvez vous dire que vous pouvez changer de boulot, vous avez des chances de vous loger, vous pouvez vous intéresser à vous avez toutes sortes de services, etc. Alors que dans cette France dite périphérique, vous n'avez aucun espoir. Vos enfants ne vivront pas mieux que vous, et vous allez essayer d'échapper au chômage, de pas être grignoté par la CAF suivant les catégories auxquelles vous appartenez. Cette France périphérique malheureuse que je connais par mon côté Dr Jekyll, cette France périphérique malheureuse, voilà, elle s'est réveillée tout d'un coup pour s'affirmer en dehors de toutes les règles. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai noté des expressions. La première chose qui m'a frappé, c'est que c'était absolument, on bouleversait toutes les règles. Hors institution, hors médias, il n'avait pas de médias, il n'avait pas de journaux, hors représentation. Les syndicats avaient échoué, soutenus par les mélenchonistes, des trucs comme la fête à Macron, avaient complètement échoué à mobiliser. D'ailleurs, tout le monde s'en foutait qu'il y ait quelques milliers de gens qui défilent vers la République. Ces gens se sont mobilisés sans expérience. Sans expérience, on le voit dans les manifestations, ils savent pas marcher ensemble, ils savent pas ce qu'on fait dans une manifestation, ils savent pas à quel rythme on mange, ils savent pas scander des slogans. Quand il y en a qui savent scander des slogans, vous savez très vite qui les envoie s'infiltrer. Donc c'est un peu hors radar, et ils sont venus des zones non surveillées. On s'obsédait sur les banlieues, les zones de non-droit. Ça, ce sont des zones de droit, mais des zones de malheur auxquelles personne ne pensait, quoi. C'est la France plouc, la France périphérique. La périphérique, c'est exactement ça. La France périphérique. Donc, c'est venu de là où personne ne l'attendait, hors catégorie politique.
on a essayé d'en faire la France des extrémistes, mais c'est surtout sociologiquement la France de l'abstentionnisme, la France qui croit plus à la politique. J'ai bien dit la politique. On va voir qu'il y a des choses auxquelles il croit. Hors norme par sa capacité de mobilisation. On n'avait jamais vu ce truc sans chef, sans représentant, sans choses comme ça. D'une certaine façon, ils sont aussi hors zone d'atteinte des prescriptions médiatiques. Ce sont des gens auxquels le discours médiatique ne fait rien et provoque même des réactions contraires. C'est pas une très bonne chose d'être un reporter de BFM dans ce genre de manif chez qui l'hostilité face aux médias s'est développée. Alors on va voir ils sont hors tentative de récupération, ils sont hors de la logique traditionnelle de la rhétorique politique, ils s'expriment absolument pas comme la classe politique traditionnelle. Alors, il y a des gilets jaunes qui ont défilé pendant des heures et des heures sur les plateaux de télé, il y en a de toutes sortes, mais des gens qui disent je ne sais pas. Je vais réfléchir à votre question. Je dis jamais un truc pareil à la télé. Hein. Voilà, on sait tout. On est spécialiste en physique atomique, en géopolitique de la Chine. On doit avoir réponse à tout. Ou des gens qui disaient des choses extraordinaires du genre j'ai réfléchi à cette émission et j'ai travaillé cette nuit pour avoir des arguments. Voilà, des choses d'une bonne volonté presque naïve. Et puis c'est une France évidemment hors Paris. Alors c'est un phénomène, ce qui est extraordinaire, c'est un phénomène politique d'une forme nouvelle. On est passé très très vite d'une histoire de sous à la pompe à une revendication politique fondamentale qui a 2500 ans quand même. Je veux dire, c'est un problème qui se posait entre Platon et Aristote. De quoi doit décider le peuple? Comment on réunit le peuple? Comment est-ce qu'on représente la volonté du peuple et le débat du peuple? Et ils sont très vite arrivés à des revendications politiques fondamentales. On veut de la démocratie directe. On veut le référendum d'initiative citoyenne. Et donc, ils ont complètement bouleversé ce schéma qui s'était imposé. On croyait, je dirais pas que le politique c'était fini, quoi. Enfin, le macronisme, c'était quoi? Les vieux appareils politiques ont disparu. Droite-gauche, je te donne un peu plus d'État-providence, je t'en donne un peu moins. Je promets de baisser les impôts, je le fais pas. Tout ça, c'est fini. Maintenant, il y a des techniciens aux commandes. On va régler ces problèmes comme en entreprise. De toute façon, il n'y a pas tellement de choix. On est dans un courant mondial européen. There is no alternative, comme disait Margaret Thatcher. Société d'ouverture. Foutaise. Les gilets jaunes vont protester contre cette idée que c'est fini, que pour certains l'histoire est finie et qu'il y a un modèle unique qui va s'imposer partout. En plus, c'est pas vrai que le modèle unique s'impose partout. Il y a quelques milliards de gens qui sont pas libéraux. Il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Indiens. Enfin, on pourrait en parler. Et puis très vite, ce qui m'a frappé, c'est que ce phénomène c'est très vite placé sur le plan de l'idéologie. Il y a eux et nous, et eux, ils ont le pouvoir intellectuel, le pouvoir symbolique. Ils s'expriment sur BFM, ils disent tous la même chose. Ils nous montrent. Donc ça s'est très vite placé sur ce plan de ces valeurs et de ce discours, d'une ligne de fracture étonnante. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, pour finir la liste de mes étonnements, c'était le caractère médiologique. Alors, médiologique, c'est un nom très prétentieux. C'est la discipline dans laquelle je travaille avec Régis Debray, qui essaie de voir le rapport entre nos modes de croyance, sur quoi nous nous réunissons ensemble, les moyens techniques et humains qu'on utilise comme ça. Bon, en ce moment, je suis en train d'essayer de vous convaincre, mais nous faisons ça dans le cadre c'est pas un meeting dans la rue, nous sommes dans une salle de conférence d'hôtel, j'utilise un micro, il y a de la vidéo, qu'est-ce que ça va changer à ma façon d'exprimer et à votre façon de recevoir mon message. Et on a vu très vite, chez ces gilets jaunes dont beaucoup aiment souligner le faible quotient intellectuel, il y a Gaspard Ganzer qui va être candidat
qui a dit que si on les recrutait sur QI, il y en aurait pas beaucoup qui passeraient l'examen. C'est d'un mépris abominable. En plus, c'est faux. Je crois pas du tout que c'est des gens très intelligents. Ça prouve un mépris de classe abominable. Et si on veut faire empirer les choses, il faut tenir ce genre de propos. Donc, ces gilets jaunes qui sont pas si sots, on a vu très très vite comment ils s'emparaient des réseaux sociaux pour avoir pour se mobiliser et pour avoir un discours complètement différent de celui des médias. Alors, ce phénomène des gilets jaunes, il a évolué extraordinairement vite. Enfin, extraordinairement vite, on est à 3 mois. Hein, on est en 14e semaine. La prochaine manif, c'est la 15e. Donc ces gens vont aller pour la 15e fois en payant le plein, les trucs d'autoroute, le sandwich, en laissant la famille. Donc ce mouvement, il a évolué quand même assez extraordinairement vite. Alors on est parti, comme dit l'autre, d'une base matérielle. J'y arrive plus. J'ai trop de taxes. La taxe sur l'essence fait que je fais tant de kilomètres en moins. Ce sont des gens qui ont commencé à compter, c'est vraiment des gens qui sont en rouge le 15 du mois. Et donc la première question qu'ils ont posée, comme je sais plus le nom de cette dame, Jacqueline, je sais plus quoi, qui a fait la fameuse, pardon? Jacqueline Moreau. Voilà, merci beaucoup. Cette dame qui a fait la fameuse vidéo qui a eu des millions de vues, elle a tenu un discours de cliente de l'État-providence. Qu'est-ce que vous faites du pognon, monsieur Macron? C'est-à-dire, voilà, vous nous asphyxiez de taxes, il y a 422 taxes en France, hein, quelque chose comme ça. Vous nous asphyxiez de taxes, nous on n'arrive pas dès qu'on essaie d'avoir une activité d'indépendant, et il y a 56% du PIB qui passe par la dépense publique, et nous les périphériques, on n'est pas contents des prestations que vous nous donnez, on n'a plus d'hôpitaux, on n'a plus de postes, et je peux en témoigner dans ma Charente, c'est vrai que les services publics s'en vont. Donc une simple demande matérielle, arrêtez, on peut plus payer le plein d'essence. Un truc hyper matérialiste au départ. Et puis, autour de cette revendication hyper factuelle, hyper matérialiste, les gens ont commencé à se rassembler. Ils se sont rassemblés d'abord symboliquement au rond-point. Nous, les lents, ceux que j'appelle les assignés. Nous qui resterons dans notre France périphérique, qui n'iront pas dans vos villes centrales. J'ai vu dans les manifs des gens qui n'avaient jamais été à Paris. Le seul truc qu'ils savaient pour se diriger, c'était de savoir qu'il y avait un grand machin qui s'appelait la Tour Eiffel, quoi. Ces gens, ils se sont retrouvés, ils ont commencé à bloquer les carrefours, et ça c'est symbolique. Il y a la France qui circule vite, hein, la France où il y a les camions internationaux, etc. Et cette France, nous n'en faisons pas partie. C'est la société fluide, comme dit le philosophe. Et nous allons les ralentir. On va vous emmerder. On va ralentir la circulation de la société fluide. Et puis après, la deuxième étape, c'est nous allons à Paris. Quoi? Manifestation déclarée. Nous sommes le peuple, bon sang. Nous avons le droit d'aller aux Champs-Élysées. Pourquoi ils vont aux Champs-Élysées? Parce que pour beaucoup d'entre eux, Paris, Tour Eiffel, Champs-Élysées, enfin voilà. Hein. Des réflexes simples. Donc, et donc nous allons aux Champs-Élysées, c'est-à-dire nous le peuple, nous les gens qu'on voyait plus. D'ailleurs on les voyait plus et du coup ils sont obligés de mettre un truc phosphorescent pour avoir un peu de reconnaissance sociale. Et maintenant nous sommes les visibles. Et ces gens vont défiler aux Champs-Élysées, ça sur les lieux du pouvoir où on les rencontre. Alors je vous donne mon truc, c'est si vous êtes en manque affectif, si vous avez besoin de câlins, vous allez à une manif de gilets jaunes et vous dites la phrase que je sors immanquablement quand je veux qu'on me prenne dans ses bras. Vous savez, je suis probablement le seul intello du 6e qui vous soutienne. Les gens me prennent dans leurs bras, voilà. Ça ne marche pas, ça manque à tous les coups quand j'ai un manque affectif, ça va. Donc, je viens ces gens ont commencé à se rassembler, puis ils ont commencé à se dire, bah oui, on a des choses en commun. La fraternisation, c'est incroyable. Les gens vous racontent en 5 minutes leurs problèmes, leurs divorces, comment ils n'y arrivent pas, leur budget. On
nous, les Français, on est très très pudiques. On se raconte jamais nos histoires d'argent. Le sexe peut-être, mais pas l'argent. Et donc on voit ce besoin de fraterniser, de danser, de manger des merguez ensemble, etc. Et donc on a vu partir ce mouvement et on a très très vite quitté les revendications matérialistes. C'est un peu bête pour Macron parce que le 10 décembre, il a dépensé 10 milliards en 10 minutes pour rien, quoi. C'est, voilà, trop tard, voilà. Il a été à contre-temps parce qu'on était passé, je crois, à un stade 2 qui était, alors moi je dis, ma thèse dans ce bouquin, c'est qu'il y a deux passions, hein, deux passions des gilets jaunes, positives et négatives. La passion 1, c'est le sentiment du mépris. On nous méprise. Alors ça, je l'ai entendu, mais des milliers de fois, diverses variantes, on nous prend pour des cons, Macron nous humilie, mais l'idée c'est on nous méprise. En plus, ils ont raison. En plus, je veux dire, si vous lisez les propos de certains commentateurs, il y a des choses hallucinantes, hein, qu'on entend de mépris pour cette France. Je veux dire, c'est des Français comme nous, quoi. Alors, il y a le mépris. Le mépris, ça a suscité, quand on vous méprise, vous voulez votre honneur. Vous voulez vous affirmer. Et ça aussi, le sentiment de l'honneur, je l'ai vu. J'ai vu des gilets jaunes qui se promenaient, qui étaient à la 14e semaine, et ils mettaient ça comme première semaine, deuxième, troisième, quatrième, 14e semaine, pour montrer qu'ils avaient tenu le coup, eux, les classes subalternes, hein, comme dirait Gramsci. Et il y a le côté, on tiendra. Ça, c'est vraiment une chose qu'on entend. Nous ne céderons pas. Non molleremo, comme diraient les Italiens. On ne cédera pas. Et alors, l'autre sentiment, c'est négatif-positif. Négatif, c'est la méfiance. Alors, la méfiance, elle a trouvé trois cibles. C'est extraordinaire de voir dans le temps comment ce schéma s'est construit. C'est, alors, ceux qui nous oppriment économiquement. L'État-providence qui fait pas son boulot. Chez certains, soyons tout à fait honnêtes, ça devient un peu du discours anti-riche primaire. Hein, voilà, donc c'est les classes possédantes, centrales. Je pense que je ne parle pas que devant un auditoire de prolétaires. Donc il y a ce sentiment-là sur le plan économique, ceux qui profitent du système de la mondialisation, de la circulation des centres-villes, et nous. Sans hôpitaux, sans écoles, sans bus, on en est exclu. La deuxième cible, c'est la classe politique. La classe politique dans son ensemble. Les macroniens à petits costumes en particulier. En général, ils s'entendent bien avec leur mère qui boit le coup avec eux, qui écoute les revendications. Mais cette classe politique lointaine, la question de la représentation, ils nous représentent mal. Ils sont au service des intérêts des lobbyistes. Ils ne sont pas au service des intérêts du peuple. Ça, j'ai entendu des milliers de fois. S'ils ne représentent pas bien le peuple, ils ne représentent pas bien le peuple. Et la troisième catégorie, ce sont les prescripteurs moraux idéologiques, les médias. Hein, j'ai jamais vu de ma vie un mouvement anti-média comme ça. La figure du président aussi. Alors lui... J'en parle même pas tellement, il symbolise tout ça, puisqu'il est à la fois celui qui a une cuillère dorée toute sa vie, qui a été à la banque, etc. Il est le super technocrate qui a profité du système en cherchant un terme non grossier, en trompant le système. Et troisièmement, il est le grand communicant. Hein, il est le grand communicant qui a séduit les médias, à qui les hebdomadaires ont fait des couvertures, etc. Alors, le fait, évidemment, on est rentré dans un cycle de l'humiliation et de la vengeance avec les fameuses petites phrases. Alors, en toute honnêteté, je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Je n'arrive pas à comprendre cet homme. C'est-à-dire, je me demande si c'est... Alors, est-ce qu'il y a une stratégie de la provocation ? Est-ce qu'il a ce que j'appellerais le complexe de Caligula ? Vous savez, Caligula, c'était cet empereur qui prenait son plaisir à humilier ses sénateurs. Ramper à quatre pattes, aller vous battre dans l'arène avec les gladiateurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à
à voir jusqu'où il peut aller dans la provocation, lui qui n'a jamais perdu. Au fond, l'homme le plus intelligent s'est pris l'événement le plus bête dans la figure comme un râteau. L'événement le plus bête, c'est que les gens ont besoin de pouvoir d'achat, de dignité, enfin des trucs qu'on savait depuis quelques siècles quand même. Donc oui, alors il y a cette hostilité, elle s'est tout de suite développée, et puis elle s'est développée dans ces combats. Là, il s'est très vite posé la question de la violence, d'ailleurs. Hein. On pourra en parler dans la question. Ce mouvement a été à la fois diabolisé, réprimé. Je veux dire réprimé. On parle de milliers d'arrestations. On parle de 19 yeux crevés. C'était quoi, avant-hier soir? J'ai vu une fille qui a gentille fille, hein, vraiment toute. Ok, elle a un œil crevé. La vie de cette fille est foutue. Elle sortait et une petite jupe. Je veux dire, c'était pas une dangereuse agitatrice. Elle s'est pris un flashball tiré dans la figure. Donc cette question, la violence, elle s'est très vite développée. Elle a un peu perverti ce mouvement de ces tas de braves gens primo-manifestants qui savaient pas qu'on pouvait se faire gazer dans une manif et qui passent leur temps à dire mais nous sommes les gentils, nous sommes le peuple, nous sommes pacifiques, pourquoi est-ce qu'on nous tape dessus, hein? Il y a cette grande incompréhension. Alors on va pas nier la réalité, évidemment il y a des violences dans les manifestations, j'en ai vu. Alors je crois que c'est un peu le principe de carnaval, là. C'est-à-dire chacun vient avec faire sa petite transgression. J'ai vu des racailles de banlieue, qui d'ailleurs cherchaient pas tellement à se dissimuler, qui renversaient les voitures pour les brûler ou qui venaient faire leurs courses dans les grands magasins pour piller. J'en ai vu, puis désolé, à mon âge, on s'interpose plus contre une bande de 15 gars pour les arrêter. C'était plutôt les premiers jours. Violence d'ultra-droite, honnêtement, à part une bande d'identitaires qui ont été joués contre l'équipe adverse des Antifa à Lyon, je n'en ai pas vu. On parlera tout à l'heure de ce fantasme de l'ultra-droite. Violence d'extrême gauche, oui, et les Black Blocs, oui. Même l'autre jour, échanger quelques orients avec des Black Blocs qui agissent comme des ninjas. Je veux dire, ils sont quasi professionnalisés. Hein. Ils sont silencieux, ils marchent ensemble, ils ont la même tenue. Je vous donne un petit exemple. Avant l'échange d'Orion, j'ai discuté avec un Black Bloc, ou disons un Antifa. Il y a une petite différence. Et leur geste, c'est ça. Qu'est-ce qui connaît le sens de ce geste dans cette salle? Même toi, tu sais pas. Voilà, vous y êtes. C'était camarade P38 dans il camarade P38 dans les années de plomb italiennes. Hein. Bon, ça a quand même une certaine portée de violence. Et puis on a vu après, bon, alors, faut être honnête aussi. Dans la culture de certains gilets jaunes, quand dans un bar on vous dit tu sors si tu es un homme, on sort si on est un homme. Hein. Bon voilà. Donc il y en a certains qui, à force de se faire gazer, flashballer, matraquer, on réagit assez vivement physiquement. Puis il y a une quatrième catégorie qui est assez bizarre. On en parlera, je pense qu'on parlera de ces histoires de l'antisémitisme de Finkielkraut, qui sont des islamistes, quoi. Hein, je sais pas s'il faut les appeler gaucho-islamistes ou quoi, ou islamo-gauchistes, pardon. Voilà, on en voyait très peu au début. Je crois que les choses évoluent, hein, ça change beaucoup. Je n'avais pas vu au début. Maintenant, on en voit dans les incidents avec des discussions entre eux, et dans l'incident avec Finkielkraut, qui alors vraiment, il habite rue Campagne Première, hein, il est tombé par hasard dans la manif. Dieu te punira, Palestine, sioniste, haineux, fasciste.
c'est pas le discours du lepéniste moyen, hein, me semble-t-il, surtout qu'avec la barbe en henné, le kéfier, enfin il y a quelques indices, plus le fait que la police l'ait identifié comme quelqu'un fiché pour sympathie salafiste. Donc c'est parti dans ce cycle-là. On a vu d'ailleurs très vite évoluer les thématiques, hein. C'est-à-dire, on a vu des gens qui étaient pas, qui n'avaient pas des années de syndicalisme, ou qui avaient pas voté pour les mêmes candidats aux élections pour ceux qui votaient, qui ont un peu pioché dans le répertoire des idées circulant. Et ce qui est le mieux ressorti, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Si vous voulez, on en discutera dans les débats pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Les Suisses et les Californiens et un tas de pays arrivent très bien à faire ça sans devenir d'horribles dictatures. Mais voilà, c'est ça, je trouve ça très. Alors il y a eu des tas de thèmes. On a pioché. Il y a dans la culture de droite, dans la culture de gauche, il y en a qui étaient contre le pacte de Marrakech, il y en a qui reprenaient quasiment des points du programme de la France insoumise, parce que c'est des gens qui n'ont pas d'intellectuel organique pour les guider, qui n'ont pas de culture politique pour la plupart, même si on a de très 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 intelligents. Et donc, voilà, ça a coagulé sur ce truc du référendum d'initiative citoyenne. Ça veut dire quoi, le RIC? Ça veut dire, nous sommes contre la démocratie représentative. Rousseau contre Montesquieu, quoi. Il redécouvre les fondamentaux, voilà. Et donc, ça c'est parti sur cette idée qu'ils étaient mal représentés, c'est-à-dire dans un double point, à la fois que la volonté du peuple était mal représentée, c'est-à-dire on veut un truc et on n'a pas la loi, ou quand on fait un référendum, je vous prie de m'excuser, comme en 2005 contre le traité constitutionnel européen, hop, le législateur nous l'impose, donc ça c'est un thème. Notre volonté n'est pas bien représentée par nos élus qui sociologiquement n'appartiennent pas à la même classe, ce qui est totalement vrai. Je veux dire, les origines socio-professionnelles de l'Assemblée actuelle, ça n'a rien à voir avec la population. Je crois qu'il y a un paysan, est-ce qu'il reste encore un ouvrier, il doit y avoir 3 employés, les autres étaient tous administration, profession libérale, entrepreneur, etc. Donc là, il va y avoir cette revendication que notre volonté soit bien représentée, donc on puisse intervenir directement, éventuellement révoquer nos élus, puisqu'au fond, cette représentation ne nous convient pas, elle se soumet aux puissances d'argent, au lobby, elle se soumet à l'Europe, à la règle internationale. Donc nous voulons intervenir directement dans notre vie, donc ils demandent du politique, pas de la politique, du politique. Nous voulons réintroduire une façon pour le peuple de parler du bien commun. Et si vous faites ça, vous réintroduisez du conflit. La démocratie, c'est quoi? Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un système dans lequel les conflits se règlent de façon pacifique, rituelle, à travers les élections ou le référendum ou la démocratie directe, donc où il y a du conflit et où tous les problèmes ne sont pas techniques. Il n'y a pas qu'une seule réponse au problème. Il y a, comme disait Aristote, il faut que les citoyens décident du vraisemblable et du souhaitable, et non pas de normes internationales imposées. Donc on voit ce mouvement, cette évolution s'est considérablement développée. On est rentré largement dans le symbolique, et le mouvement ne s'épuise pas là-dessus, malgré 2 facteurs qui l'usent. Il y a le temps, 14 samedis à monter à Paris, se faire gazer, ça peut user les nerfs. Il y a la peur. La répression, c'est fait pour ça. Crever les yeux des gens, c'est fait pour j'ai peut-être un raisonnement primaire, mais il me semble que c'est fait pour leur faire peur, voilà.
Moi, j'ai parlé avec plein de gens qui ont la trouille, quoi. Puis la peur pour la réputation, quoi, d'être pris pour des voyous, etc. Et ils sont soumis, outre cette violence physique, à une violence symbolique. Cette violence symbolique, elle part sur elle est partie sur plusieurs thèmes. Et là, c'est intéressant de voir la stratégie qui a été développée par le gouvernement et, allez, on va dire les progressistes, hein, puisque c'est les progressistes contre les populistes sont les termes qui sont employés. Cette stratégie, ça a été premièrement diabolisation. Diabolisation, ce sont des nazis, quoi. Hein, chemise brune sous gilet jaune, Castaner disant il y a des milliers de casseurs qui vont monter à Paris pour casser, pour tuer. On délire, quoi. J'ai entendu des propos hallucinants. Donc, ils sont infiltrés par le Front National, etc. Donc, il y a eu cette... alors là, c'est reparti avec l'antisémitisme. Hein. L'occasion était trop belle. Et donc, il y a une diabolisation idéologique où, quand on les traite pas de nazis, c'est extrémiste des deux bords, où en réalité, en allant manifester de façon interdite, en questionnant la représentation nationale, voire en demandant le référendum d'initiative citoyenne, ils sont en réalité contre les valeurs de la République. Elles servent beaucoup, ces valeurs de la République, comme argument pour vous faire taire. Donc il y a eu cette dramatisation symbolique, accompagnée d'une deuxième manœuvre assez habile, je dois dire, de Macron, qui est de dire une méthode d'entreprise, quoi. Il y a un malaise chez mes cadres, et les gars, on fait une séance de brainstorming et on discute et on va trouver on va repartir d'un nouvel élan. Vraiment des méthodes de l'entreprise, donc on va faire un grand débat, machin, etc. Occasion pour lui de faire un numéro de télévangéliste à la prostate d'acier, en parlant pendant des heures sans aller faire pipi, et en ayant réponse à toutes les questions. Moi, j'admire beaucoup la performance, surtout sur le premier point. Et l'idée derrière tout ça, c'est il y a les méchants qui sont contre les valeurs de la République, puis il y a les gentils qui viennent débattre. Regardez l'opportunité historique qu'on vous donne, c'est fantastique, c'est le cahier des doléances, c'est voilà. Et bien entendu, derrière tout ça, il y a l'idée de l'éparpillement, parce qu'il y a ceux qui vont aller au grand débat, puis ceux qui vont discuter les conditions du grand débat, puis ceux qui vont dire qu'il faut pas aller au grand débat, puis ceux qui vont critiquer, etc. De la même façon, il y a ceux qui vont présenter des listes européennes, puis ceux qui critiquent ceux qui présentent des listes européennes. En plus, ce mouvement est hyper démocratique. Hyper démocratique, je veux dire, quoi par là? Que ces gens qui avaient jamais fait de politique avant, ils savent pas ce que c'est qu'un programme, d'avoir des intellos pour mettre vos trucs en forme. Il manque d'intellectuels organiques, je suis pas candidat au titre. Hein. Mais il y a la méfiance qui touche la représentation nationale, les puissants, les riches et les journalistes. Cette méfiance, elle atteint toutes les têtes qui dépassent. Donc il y a un problème effectivement de hiérarchie, soit parce que ça devient Madame Levavasseur, vous voyez qui est Madame Levavasseur, c'est la fille rouquine qui s'est fait sortir de la manifestation l'autre jour, parce que, elle se laisse un peu entraîner, elle passe à la télé, c'est pas mal, on lui offre un salaire sur BFM, Bernard Tapie, qui est un grand honnête homme, va la voir pour la soutenir moralement quand même, hein, je veux dire. Voilà, donc cette dame, elle se laisse entraîner là-dessus, et il y a un petit côté qui t'a fait roi, hein, qui t'a permis de parler en notre nom, ou ces gens, plus simplement, qui allaient à Matignon, qui se faisaient engueuler parce qu'ils avaient parlé avec l'ennemi, ou qu'ils apparaissaient à la télé. Donc là, il y a un peu un inconvénient de ce mouvement hyper démocratique de la démocratie directe, accentué par un autre facteur qui est que les médias sélectionnent plutôt les pires. Ça, je dis pas que c'est un complot, mais les pires font le buzz. C'est-à-dire les gars qui croient comment il s'appelle, monsieur, je sais pas. Chalençon, vous savez tout, monsieur Bravo. C'est que celui qui croit qu'il faut prendre le général de Villiers pour le général Boulanger, et qu'il y a des milliers de paramilitaires qui vont monter sur Paris quand on leur a abattu dans un attentat.
à Marseille, on appelle ça un kéké, hein, les gars qui racontent des stupidités devant le pastis, comme ça, devient une super vedette. J'ajoute un dernier élément qui est très frappant. Comme avant ça, j'ai fait un livre sur les fake news. Il y a un rapport on parle plus, les gens parlent pas du même monde. Hein. Les gens des plateaux de BFM et les gens des réseaux sociaux, des Facebook en particulier, où se retrouvent les gilets jaunes, connaissent pas le même monde, ils n'ont pas la même vision du traité de Marrakech ou du traité d'Aix-la-Chapelle. Alors, il faut être tout à fait honnête. Il y a des sacrés tarés parmi les gilets jaunes. Il y a des légendes urbaines délirantes qui se répandent. Il y a une dame belge qui a été tuée. Il y a des policiers étrangers. Les tanks utilisent je ne sais pas quel gaz. C'est un phénomène normal. Je veux dire, en 1789. Pendant la Révolution, les gens racontaient qu'il y avait des troupes étrangères qui massacraient et que les nobles, etc. Ça provoquait d'ailleurs des centaines de morts. Je veux pas dire que c'est excusable, mais quand vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de formation, vous mettez une foule surexcitée. Faut pas vous attendre à ce que les choses soient vérifiées scientifiquement. Il y a des rumeurs qui partent. Hein. Surtout quand vous êtes dans une foule qui croit pas un mot de ce que lui racontent les médias, donc ça favorise les rumeurs, pardon. Mais ce qui est fascinant de l'autre côté, c'est les fausses nouvelles de l'en haut qui ont été répandues. Du genre, alors comme je suis devant la caméra, je vais certainement pas faire ce geste, Madame Mouchou, qui est la rapporteuse de la loi sur les fake news, enfin contre les fake news, qui j'ai eu le plaisir de faire quelques rounds, on va dire. Donc rapporteuse, Madame Vérité, Madame Ministère de la Vérité, a publié une vidéo sur laquelle on voit un bon pépère gentil, moustachu, un peu bedonnant, sur les Champs-Élysées le 8 janvier, et il lève le bras, ah c'est un nazi, il a fait Sieg Heil. Ben non, pas de chance. Si on écoute la bande son, on entend que le gentil Pépé disait Ave Macron et qui se référait à René Goscinny et non à Adolf Hitler. Ça fait une petite différence. Bon. Voilà. Je peux vous citer, j'en ai, bon, comme je travaille le sujet, des dizaines d'exemples de fakes d'État ou de suspicions. Alors, l'épouvantail idéologique va encore, tenez, je vous donne un exemple. La question de l'antisémitisme. Je nie absolument pas que les gars qui sont accrochés Finkielkraut sont des antisémites avérés, connus, etc. Là n'est pas la question. Enfin, je veux dire, ils l'attaquaient pas en tant que sionistes pour des raisons politiques, en l'aimant en tant qu'homme juif. Hein. Faut pas délirer. Mais par exemple, quand il y a une expression Jude en allemand, la peinture jaune, comme sur les photos de la nuit de cristal, qui est peinte sur un magasin de bagels, devant lequel passent les gilets jaunes, on dit aussitôt, mais voilà, c'est la nuit de cristal, c'est les années 30, etc. Alors que cette inscription, de l'aveu même du propriétaire, avait été peinte par un inconnu total la veille. Il n'avait certainement rien à voir avec les gilets jaunes. Donc, vous voyez, la bataille pour la représentativité, pour les symboles et pour la rue, et pour la représentation, elle va se doubler d'une bataille pour énoncer la vérité. Le chef-d'œuvre ayant été l'interview d'Emmanuel Macron expliquant que tout ça était artificiel puisque c'était un coup des Russes, comme d'hab, un coup des Russes, on démontre qu'il y a le contraire là-dedans, B, un coup des extrémistes qui s'infiltrent sur les réseaux sociaux et sont complotistes et répandent des légendes. Et 3, c'est parce que les réseaux sociaux sont pas assez surveillés, qu'il y a de l'anonymat, enfin le vrai terme ça serait pseudonymat d'ailleurs. En plus c'est pas vrai, on peut retrouver qui émet. Et donc c'est la trilogie, la puissance étrangère, les Russes, les extrémistes et les réseaux sociaux mal surveillés qui seraient responsables de tous nos malheurs. C'est confondre un symptôme avec une cause. Je vous assure que si les gens de mon village ont été à la manif, c'est pas à cause des trolls de Saint-Pétersbourg, ni à cause de diaboliques maurassiens infiltrés dans les campagnes et sur Facebook. Alors, bon, il faut peut-être que j'atterrisse maintenant pour le temps des questions. Bon, voilà, on a un moment qui est inédit, personne l'a vu venir, très peu y ont compris, beaucoup ont appliqué des
des vieilles grilles. Où est-ce qu'on en est? Alors je vais citer Gramsci, je cite que des auteurs de gauche ce soir. On est dans la guerre de position. C'est-à-dire quoi la guerre de position? On se regarde face à face, on compte ses forces, on use les forces physiques et surtout morales de l'adversaire, mais on ne sait pas vraiment quel est le critère de la victoire. Si vous marchez sur le palais d'hiver ou sur Versailles, là vous savez quel est le critère de la victoire. Hein, vous avez emprisonné le roi, vous avez chassé le tsar, ou vous êtes entré à l'Assemblée constituante, vous avez gagné vous avez fait la révolution, quoi. Voilà. Mais personne ne veut le faire, donc personne ne le fait. Et de l'autre côté, quel est le critère de la victoire pour le macronien? Il remporte des petites victoires. Par exemple, il a rallié toute une partie de la droite qui a la trouille des classes dangereuses. Une partie. L'électorat de Macron, c'est le bloc bourgeois, une bourgeoisie bobo, diplômée, qui voyage, libertaire sur le plan culturel, puis aussi une bourgeoisie plus traditionnelle, qui avait souvent voté Macron, mais enfin, qui avait souvent voté Fillon, mais qui s'est dit qu'après tout, il était sérieux, ça allait être comme dans l'entreprise, on allait baisser les impôts, il y aurait de l'ordre, et puis c'était un jeune homme qui avait une cravate, qui était bien propre, voilà. Et qui avait été un peu choqué par les rappeurs de l'Élysée ou les images de Pointe-à-Pitre avec les deux dealers. Ah, cette bourgeoisie-là, elle se rallie très nettement. Je l'invente pas, hein, on le voit dans la sociologie. Donc il a remporté des petites victoires, mais c'est quoi la victoire pour lui? C'est que user ce mouvement avec le thème de l'antisémitisme, ça a marché 2 jours et boum, il y a le râteau Benalla qui est remonté dans la figure. Oui, pour lui non plus, il n'y a pas de vue. Et puis, je veux dire, j'ai calculé qu'il a encore 170 samedis devant lui. Est-ce qu'il va se faire huer pendant 170 samedis, à supposer que les Gilets jaunes arrêtent vers le 45e ou le 100e d'aller manifester ou qu'ils aient tous l'œil crevé ou qu'ils soient tous au trou, que sais-je. Donc là, il y a un problème de guerre d'usure. Alors, voilà, quand vous avez un front comme ça, asymétrique, où tout le monde attend l'autre, n'avance pas beaucoup, qu'est-ce qui peut débloquer? Est-ce que ça peut être à l'occasion des élections européennes? Peut-être, j'y crois pas trop, parce que depuis qu'il y a des élections européennes, ça fait le bouleversement politique, puis il se passe rien le lendemain. Est-ce que les Gilets jaunes vont inventer une expression politique autre que on veut du pouvoir d'achat et on veut du référendum initiative citoyenne? Est-ce qu'ils vont arriver à être une médiation politique? Est-ce qu'ils vont avoir d'autres moyens d'expression que Facebook? C'est très, très bien de se filmer en caméra narcissique sur Facebook, mais enfin bon, c'est pas comme ça qu'on fait avancer un mouvement social et politique. Voilà, on est dans cette guerre du usure, on est dans le moment d'attente, là, le moment d'indécision totale. D'où viendra la victoire? Du côté des Gilets jaunes, s'ils sont capables, effectivement, alors de trouver des représentants, d'accepter le principe qu'il faut des chefs quand même de temps en temps, et pas forcément le plus folklorique. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'exprimer? Est-ce qu'ils vont pouvoir formaliser tout ça? Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver des alliances? Je pense même en termes d'alliance de classe, petits commerçants des villes qui commencent à en avoir un peu marre de tout ça, du blocage économique, quoi qu'il soit beaucoup plus relatif qu'on le raconte. Voilà, ça c'est une possibilité. Est-ce que le macronisme, dont je crois qu'il a un plafond sociologique vers les 28-29% pour des raisons sociologiques évidentes, peut avancer uniquement sur la division de ses adversaires, c'est-à-dire le fait que la gauche est complètement éclatée en 6 tendances, etc., et que la droite, il y a un courant souverainiste qui va se partager déjà en 3, etc. Bon, c'est vrai qu'avoir beaucoup d'adversaires divisés, dont plus aucun ne prétend être un parti de gouvernement, ça aide sacrément à créer du chaos. Voilà, je pense qu'on est dans cette situation.
elle est intellectuellement incroyablement excitante. Hein. Il se passe des trucs tous les jours. Si vous voulez, on peut parler de l'affaire Finkielkraut ou de l'affaire de l'antisémitisme ou de ce que vous voulez. On est dans un point, voilà, on est d'un point d'indécision incroyable. Mais voilà, enfin, ça ne va pas s'arrêter. Là, je veux dire, même si on arrête toutes les manifs, ça a touché à des choses tellement profondes sur le point social, personnel, psychologique, collectif, symbolique, idéologique, que, alors là, on voulait le monde nouveau, ben là, il va commencer le monde nouveau, voilà. Merci François Bernard. Donc des questions avec la règle habituelle, plutôt des questions que des discours, et relativement courts. Voilà. Est-ce que... Ouais, deux messieurs là. Alors une question très courte simplement, est-ce que vous pourriez nous commenter le passage des Italiens, Di Maio, Castaldo, etc., pour les rencontrer? Est-ce que le mouvement 5 étoiles pourrait être une inspiration? Alors, d'abord, pardon, c'est celui-là, excusez-moi. Il faut voir ce que c'est que le mouvement Cinque Stelle. Hein. On nous l'a décrit comme un mouvement d'extrême gauche qui serait le pendant de la Ligue. C'est totalement faux. Le mouvement 5 étoiles, c'est très différent des Gilets jaunes d'une certaine façon. C'est né de Beppe Grillo, qui est un grand orateur comme ça, qui organisait une sorte de show, de meeting contre les pourris, contre ceux d'en haut, avec un talent d'ailleurs assez incontestable. Ça s'est implanté dans le sud, et c'est un mouvement qui avait pas du tout les médiations traditionnelles. Il y avait pas des permanences, des cartes qu'on payait. C'est beaucoup fait sur Internet. Et c'était un peu un mouvement, alors, populiste. Qu'est-ce que j'entends par populiste? Je ne crois pas qu'il y ait une idéologie populiste, je crois, comme dit Alain de Benoît, qu'il y a un moment populiste. Hein, c'est-à-dire un moment où les gens pensent, moi je suis en bas, moi je suis en haut. C'est très simple comme critère, le moment populiste. Alors, le Cinque Stelle, donc, il y a eu un peu une compétition entre Salvini et Di Maio pour faire des bons mots sur Macron. Il y en a eu des drôles, hein. Salvini, Macron n'est plus notre problème avec les Francesi, Macron n'est plus notre problème, c'est celui des Français. Il sort des tas de vannes sur Twitter comme ça. Il y a un peu la compétition entre les deux. Alors, c'est tentant pour Di Maio dire, bah voilà, sont nos petits frères français. D'autant plus que le Gilet jaune, il reprit un tas d'endroits, y compris à Bruxelles d'ailleurs, hein, il y a un tas d'endroits où il y a des mouvements populaires, comme il y a des mouvements qui ont imité Occupy Wall Street, c'est vague, c'est sympa. Et c'est une affaire de corne-cigru, corne-gidouille, je sais plus comment on dit. Je veux dire, il a été rencontré, alors en plus, il n'a pas choisi le plus malin, hein, bon, pour le rencontrer, il a rencontré des gens pendant que Macron parlait de la lèpre populiste, excusez-moi, en comparaison de gravité. Bon, alors, il me semble que le gouvernement est parti dans une stratégie orientée européenne, où on va expliquer que c'est l'union des extrémistes qui va envahir l'Europe, les Orban, tout ça. Il y a une provoque, quoi. Il y a une provocation. On rappelle l'ambassadeur. Puis quand même, on a quelques intérêts avec l'Italie. Moi, j'ai travaillé en Italie comme délégué culturel. Et puis voilà, voilà, il y a eu beaucoup de commedia dell'arte, mais beaucoup plus du côté de Macron que du côté de Di Maio. Alors, il fait des grandes déclarations, camarades français, non molate, etc. Cinéma. Autre question. Oui, bonsoir. Ma question est plutôt technique. Les Français revendiquent d'être le pays le plus taxé d'Europe, si pas du monde, et nous serions... C'est possible que nous ayons ce record. Deuxième, nous les Belges. Mais j'ai appris qu'en France, les 3/4 des gens ne payent pas d'impôt sur le revenu. À la consommation, tous les Belges qui habitent près de la frontière française vont faire leurs achats en France parce que ça coûte moins cher. Alors vous les payez où, vos impôts? Alors,
après, je suis pas du tout un spécialiste de la question fiscale. Alors, nous avons un système fiscal alors qui fait beaucoup de répartition. Hein. Quand on dit que l'État-providence dépense beaucoup, bah, il dépense beaucoup des CAF, des subventions. Aujourd'hui, on a un système qui est un peu contre-productif et fou. Alors, l'impôt sur le revenu a été remplacé par des tas d'impôts invisibles, dont la TVA, mais dont ces 422 taxes. On a créé une usine à gaz. Voilà, on a créé une usine à gaz. La taxe d'habitation, on en parle souvent. Oui, non, il y a des tas de systèmes comme ça. Puis alors vous avez puis vous allez avoir des niches fiscales, des tas de trucs. Bon, on a empilé un système fiscal hyper compliqué qui fait que, alors c'est vrai que si vous êtes tout en bas, vous gagnez j'en vois hein, dans mon village, voilà. Vous avez la CAF, les aides, les machins. Dès que vous franchissez un certain seuil, qui est un peu celui des gilets jaunes, vous commencez à vous prendre des taxes sur vos activités de petit artisan, de petit entrepreneur, etc. Et vous n'avez plus la CAF, ces aides, et vous n'êtes pas formellement au chômage, etc. Bon, alors moi je suis pas un fiscaliste, je peux juste constater que ce système est très mal fichu. C'est vraiment la seule chose intelligente que j'ai à dire là-dessus. Mais en tout cas, il crée une exaspération totale. Moi, ma modeste expérience et d'avoir créé ma SARL URL pour vendre mes prestations intellectuelles, parce que quand je fais une conférence, ce soir c'est gratuit pour les amis, hein, mais quand je fais une conférence, c'est plus simple d'avoir un machin, de faire une note qu'on voit par internet que de se faire compter des trucs sérieux, mais il faut que je prenne un comptable. Enfin, voilà, c'est un système bureaucratique. Je suis peut-être pas très malin non plus, mais c'est un système bureaucratique et la fiscalité est un truc. En plus, on a une tradition nationale de révolte contre le fisc. Je cite une petite anecdote comme ça. En 1695, il y a eu la révolte du timbre. La révolte du timbre, c'est parti dans l'Ouest parce qu'on avait créé un nouveau timbre fiscal, etc. Et là, on leur a pas crevé les yeux au flashball, mais la répression a été assez dure. Il y a eu des tas d'exécutions. Et la marquise de Sévigné, raffinée, charmante, écrit dans une de ses lettres, « Hier, on a pris 60 bourgeois. On les pendra ce matin. Ce sera une bonne leçon pour eux, pour ne plus gêner les maîtres et ne plus jeter de cailloux dans leur jardin. » Voilà. Je dis pas qu'on en est là. Ouais. Je suppose que vous connaissez l'essayiste français Yvan Ruffol. Je le connais, oui, oui. Figaro, qui est un excellent blog. Oui. Et il ose écrire il y a 3 jours. J'aimerais avoir votre avis. Quel est ce pays où le pouvoir peut recourir à l'intrusion, à la suspicion, à la répression au complotisme, à la propagande? Cette régression démocratique ne s'observe, ça va être un peu direct, ni dans la Hongrie d'Orban, ni dans l'Italie de Salvini, ni dans aucune des nations populistes dénoncées par Macron. Qu'en pensez-vous? Alors, il est certain que j'adorerais peut-être pas être dans l'opposition en Hongrie, encore que j'ai vu des journaux d'opposition assez francs. Très honnêtement, allez, même en laissant de côté la répression policière, enfin je veux dire, on parle quand même de milliers de gens arrêtés, hein, des condamnations assez lourdes, des choses comme ça. Enfin, ils sont condamnés. Mais en dehors de ça, on est en train d'adopter la loi fake news. Je peux vous la commenter en détail, qui me paraît liberticide. On passe des accords avec Facebook pour censurer les réseaux sociaux, appelons les choses par leur nom. Il va y avoir une loi contre l'anonymat. Il y a la loi anti-casseurs qui permet d'interdire de manifestations. Alors c'est ce que j'appelle le système auto-lib-lib, autoritaire, libéral, libertaire. Voilà.
Je dis pas que c'est le fascisme, hein, j'emploie peu ce terme. Mais on est dans... Le système est à la fois libéral économiquement, premier de cordée, libertaire sur le plan des mœurs, de la féminisme, etc., mais il devient autoritaire, et par son discours de criminalisation, est-ce qu'on va nous recoller une loi pour réprimer les propos de haine, et trucs comme ça? Pardon, pour moi, ce sont des lois liberticides. Oui, j'aurais deux questions à vous poser. La première, effectivement, il me semble que ce mouvement des Gilets jaunes est un mouvement d'une grande médiocrité politique, puisque en fait, on voit essentiellement des revendications de pouvoir d'achat, mais pas de critique du régime proprement dit, du libéralisme, hein, qui effectivement, on confond les causes et les effets. Ça fait la première question. Qu'est-ce que vous pensez que réellement c'est un mouvement politique? Deuxièmement, est-ce que on constate, enfin, je suis français, j'ai mes neveux à Paris et qui participent à certaines manifestations des Gilets jaunes, et ils ont pu constater effectivement, comme vous l'indiquiez, que les Black Blocs sont extrêmement organisés. Alors ça, on peut en parler, oui. Et qu'ils cassent, ils agressent effectivement toutes les personnes qui peuvent être de droite ou d'extrême droite, et ceci avec la plus grande complicité de la police qui ne les arrête pas, alors qu'ils sont parfaitement identifiés. C'est eux, effectivement, qui cassent, qui saccagent, etc. Il y a eu un exemple, il n'y a pas très longtemps, où on voit un individu qui... oui, le canard enchaîné l'a suivi. Voilà. Et alors, est-ce que, finalement, ça ne sert pas le pouvoir en discréditant ainsi le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, toutes ces casses à répétition de la part des Black Blocs, Antifa, etc. Alors, pour la première question, est-ce qu'il y a une analyse politique médiocre? Oui, peut-être, mais ils ont 3 mois, quoi. Hein, je veux dire, il y a des gens qui n'avaient jamais fait de politique et qui, à partir du fait que le plein de leur voiture leur coûtait plus cher, en sont passés à la critique des médias, à la critique du système et à des revendications de démocratie directe. Alors c'est vrai, ils n'ont pas de parti, mais attendez, le mouvement ouvrier, il a mis combien de siècles à être un peu organisé? Il lui a fallu des Proudhon, bon, voilà, on peut l'estimer différemment. Et je vous assure qu'il y en a des pas bêtes du tout. En fait, c'est une critique c'est des revendications de pouvoir d'achat essentiellement, et remettre en cause effectivement l'essence même du régime qui est le libéralisme au départ. Bon, on commence à entendre beaucoup de discours là-dessus, et je crois que bon, je crois qu'il y a une critique. Bon alors. C'est vrai que il n'y a pas de tradition intellectuelle, ils n'ont même pas de journaux où il y a des éditorialistes, des analystes, quoi. Voilà, donc ils commencent à zéro. Alors la critique du libéralisme, moi j'entends des trucs un peu naïfs, c'est tous les pauvres contre tous les riches, vraiment des trucs un peu niais comme ça. Mais il y en a qui commencent à poser la question de la souveraineté. Pas seulement que le peuple soit souverain par rapport à ses représentants, mais qu'il soit souverain sur le plan international, le poids des traités internationaux. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se développent. On verra. Alors, les Black Blocs. Ah ouais. Bon, si on était tout à fait précis, il y a les Black Blocs, très identifiables. Un uniforme, une technique, ils sont en forme, hein, ils n'ont pas les mêmes abdominaux que les Gilets jaunes, ça, vous les voyez tout de suite. Ils s'entraînent en plus, ils font du ring dans les ZAD, les choses comme ça. Ça fait une bien connue. Ils sont militarisés. Moi, quand je parlais de l'incident du gars, le doigt en l'air, qui faisait le pistolet, vous avez l'impression de voir des ninjas quand même. Hein, je veux dire, ils sont silencieux, rapides, coordonnés. Ils passent pas 2 heures à discuter. Moi, j'ai vu un moment, allez, soyons honnêtes, avec les Gilets jaunes, ils ont vu arriver les Antifa Black Bloc. Un bloc noir comme ça, vous pouvez pas les confondre. Il y a des gens qui sont reportés vers eux.
Il y avait même quelques bons pépères autour de moi, dans ma tranche d'âge. Je dis, on va leur casser la gueule. Bon, on leur a pas cassé la gueule du tout. Ils sont infiltrés. Et ils ont contourné le mouvement comme des commandos du GIGN qui, voilà. Bon. Alors, les Black Blocs, c'est né des Schwarzblocs allemands qui occupaient des squats. Ils aiment la castagne. Ils sont bons, hein, je peux pas dire le contraire. Ce qu'ils avaient fait le 1er mai, comment ils se sont retrouvés à 1000. Ils travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas ce qu'on a pu connaître dans d'autres générations, la bande de potes qui vont tracter ensemble, puis qui vont au meeting, qui passent la journée ensemble à la fac ou à l'atelier, et qui vont stagner avec l'équipe adverse ou avec les filles dans les manifs. Ce sont des gens qui sont dispersés en réseau, et ils convergent par les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ce sont des provocateurs ? J'essaie de ne pas céder à mes sentiments personnels, qui ne sont pas de sympathie de leur égard. Franchement, faut pas être complotiste, comme dit l'autre. Hein. S'il y avait des provocations policières destinées à discréditer le mouvement des Gilets jaunes, ça ne se passerait pas autrement. Je ne dis pas que M. Castaner leur porte des valises de billets. Vous citiez l'exemple très très troublant. Ils ont une impunité incroyable. Alors, il y a deux explications où ils courent très vite, où on ne les cherche pas trop. Hein, Ils font voilà. peur aux flics. Alors, en plus, ils font peur aux flics. Alors oui, les bons pépères gilets jaunes, ils font moins peur. Ils font peur aux flics, ils les sont pris dans quelques occasions. Et puis, alors, les flics, ils n'ont plus Monsieur Benalla, qui avait la baffe si ravageuse. Bon. Benalla revient, Benalla président. Non, blague dans le coin. Blague dans Oui. Je n'ai aucun élément matériel pour parler d'une provocation policière. Ça paraît de l'ordre de la vraisemblance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une provocation policière ? Ça peut être, on a connu ça dans les manifs, les flics en civil qui balancent, qui provoquent la bagarre au moment. Là, c'est autre chose, c'est des organisations permanentes, avec un mode de décision et de combat très, très particulier. Je pense pas qu'ils reçoivent des valises de billets en douce. On va dire qu'ils sont plus que tolérés, qu'on met très peu d'énergie sur le plan du renseignement. Et quand on a Chopin, c'est Coupa qui est une star et qui a écrit des bouquins, voilà. C'est pas un black bloc. Et qui n'est pas un black bloc. Tu as parfaitement raison. En plus, tu as parfaitement raison. Voilà. Donc c'est troublant. Je peux pas vous dire autre chose. Écoutez, samedi, la semaine dernière, rue de Rennes, ils ont cassé toutes les agences bancaires, les mutuelles, etc., avec des masses. Moi, j'ai vu les commerçants avec qui j'ai discuté. Personne ne comprend pourquoi on ne les arrête pas. Oui. Ils disent que c'est très facile. Un type qui a une masse à la main et qui démolit les agences, c'est pas le gilet jaune classique quand même. Alors moi, je sais reconnaître un black bloc. Je sais les marques de survêtements qui portent. On les voit marcher ensemble. Ils ont. Ils arrêtent certains types avant dans les manifs. Oui, alors oui. De pas les arrêter. Voilà, on sait comment ils travaillent. Bon, alors il y a un truc très symbolique chez les Black Blocs, ils s'attaquent à des cibles matérielles. Ils cassent des vitrines, des voitures, etc. Très honnêtement, je ne sais pas quelle est la pensée des Black Blocs, parce que ils écrivent pas beaucoup, quoi. Ils sont beaucoup dans l'action. Ils terrorisent, mais ils ne terrorisent pas énormément. Alors on peut en parler un peu dans la continuité des autonomes, des Indiens métropolitains, des trucs qu'on a connus autrefois. Mais pour en revenir à la question qui préoccupe tout le monde, sans être paranoïaque, c'est vrai que la faible efficacité de la police pose de très très grosses questions. Alors après, comment dirais-je? Il bénéficie aussi de quasi-complicité médiatique. Je vous donne un exemple. La manif où j'étais, j'ai vu les gars forcer. On a dit qu'on a évacué Rodriguez, le gilet jaune, qui a eu l'œil crevé, qui est un peu grande gueule, mais sympa grande gueule, voilà. Les médias se sont moins intéressés au fait que ce groupe
vraisemblablement armés, agissant comme des ninjas, aient pu s'infiltrer. Et on dit, ah, mais non, on n'avait pas sorti Rodriguez. Monsieur Boulouk, c'est le gars qui, quand il voit le drapeau de la Picardie, dit que ce sont des gens d'extrême droite. Vous voyez qui c'est? Voilà. A dit, non, ce sont des fakes d'extrême droite, ils n'ont pas du tout attaqué Rodriguez. Enfin bon, pourquoi ils sont tous précipités? Voilà. C'est, je veux dire, la façon dont ils sont couverts est très troublante, oui. Pas de culture, c'est vrai qu'il n'y a pas de culture des deux côtés. Hein. Chez les énarques macroniens, il y a pas vraiment de culture historique, ou du moins il y a un enfermement dans leur bulle de certitude économique et autres qui est un peu effarante. Alors, je vais pas vous dire qu'il y a de la culture chez les Gilets jaunes, hein, ils sont très sympas, mais voilà. Il n'y a pas de culture historique parce que cette culture, elle était fournie soit par les hussards noirs de la République, soit effectivement par le PC qui formait des gens, et en plus il y a un facteur, alors outre que l'éducation nationale leur donne pas ça, ce sont sociologiquement, ce sont pas les classes les plus diplômées, il y a beaucoup de moins bac, hein, ou de bac juste dans les, c'est un fait, hein. Et par ailleurs, ce sont en plus, il y a un autre phénomène aggravant là-dedans, qui est la rupture avec les médias. C'est-à-dire, je sais que j'en pense pas beaucoup de bien des mass médias classiques, mais on voit chez les Gilets jaunes le fait que tout ce qui vient d'en haut, la parole d'en haut et la parole des éditorialistes en particulier, est forcément un mensonge. Bon, ils n'ont pas lu Chomsky, mais ils sont plus que chomskistes dans leur méfiance. Alors c'est vrai que ça donne pas une culture. Mais une fois encore, voilà, entre les premières révoltes ouvrières et les intellectuels organiques du PC, il y a eu des décennies de travail et de formation. Alors, bon, en plus, on est dans un pays en France où il n'y a aucune culture économique, donc c'est moi le premier. D'ailleurs, je suis mieux en économie. Mais voilà, tous ces éléments s'ajoute alors l'exemple de l'ISF, je crois que c'est vraiment une revendication symbolique, hein. C'est vraiment bon, je suis très en dessous de ceux qui le paient, hein, donc je parle de façon décontractée. Il y a un côté, voilà, Macron a donné aux riches, il faut le punir. Bon, son rétablissement créait probablement un chaos abominable débat, mais peu importe. Là, je crois qu'on est vraiment dans le symbolique. Alors, personne ne rentre dans le chiffrage, hein, ça c'est clair. Mais voilà, ils ont 3 mois, quoi. Madame. Bon, étant journaliste moi-même, je ne comprends pas pourquoi vous dites. Enfin, qu'est-ce qui justifie que c'est une telle haine des médias? Parce que moi, je trouve que les chaînes d'infos, si vous preniez, je regardais beaucoup BFM, CNews ou LCI, ils ont fait les Gilets jaunes. Quand vous avez des plateaux, combien de thèmes ont été consacrés aux Gilets jaunes? Combien d'heures il y avait du direct tous les week-ends, du matin, de la veille? Jamais on a couvert un événement de cette manière. Donc pourquoi, en fait, ils invitent sans arrêt des Gilets jaunes sur les plateaux? Comment vous expliquez que cette détestation des médias? Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. C'est vrai qu'il y a eu énormément de Gilets jaunes, mais ça, c'est ce que j'appelle le phénomène « je t'aime moi non plus ». C'est-à-dire que les médias veulent de l'événement, ils veulent du spectacle, surtout les chaînes d'information en live. Qu'est-ce que vous en pensez, la manif? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des blessés? Est-ce qu'il y a des extrémistes? Est-ce que vous voyez des extrémistes? Voilà, un petit machin comme ça. Monsieur Boulouk, oui, je vois un extrémiste. Voilà. Donc, certes, ils ont été faits sur les plateaux de télévision. Est-ce qu'il y avait le choix, connaissant un peu les gens de BFM, c'est du continu, il faut qu'il y ait des gens qui... Bon, ils avaient un problème avec les Gilets jaunes, c'était la première catégorie socio-professionnelle dont ils n'avaient pas le portable.
Comment on rencontre un gilet jaune? Voilà. Ils ont été sélectionnés sur des critères un petit peu bizarres, qui sont souvent du plus folklorique, etc. Il y a des gilets jaunes qui sont remarquables. Hein. Là, on va pas donner nom. Je vais certainement pas avoir l'outrecuidance de décerner des brevets d'intelligence. Mais je sais pas, l'avocat, le jeune avocat, l'informaticien, il y en a qui sont tout à fait. Oui, bon, on pourrait discuter avec eux. Hein. Ils sont pas stupides. Mais alors, il y a un focus minus, hein, c'est-à-dire la prime à la grande gueule. Il y a une prime à la grande gueule qui a joué. L'autre élément qui a joué dans cette détestation des médias, c'est il faut alors, une critique du montage. Les gilets jaunes demandent de l'image brute sûre dont on peut pas douter, etc. Et sur leur chaîne, sur des trucs comme ça, ce qui a fait la concurrence, le succès de RT, c'est qu'ils ont fait du contenu pas monté, pas les 4 images de violence qui tournent en rond de BFM pendant que vous parlez. Donc ça a joué. Et puis il y a le ton de certains éditorialistes qui a été au-delà de l'odieux, quoi. Il y a vraiment des... D'abord, il y en a qui disent franchement, qui disent de quel côté ils sont, mais vous êtes des abrutis, allez, ça y est, on vous a donné des milliards, rentrez à la maison. Donc il y a des... j'ai des citations là-dedans. Il y a eu un numéro de... Comment s'appelle le truc du monde diplomatique, de fait de citations hallucinantes, de mépris, alors... Il y a un apathie qui s'énerve de temps en temps, mais il y en a qui... voilà. Donc ça... Alors, après, aller expliquer aux gilets jaunes que le pigiste stagiaire qui fait son boulot, qui ramène les images, c'est pas le même que l'éditorialiste qui dîne avec tout le monde et qui fait la tournée des plateaux. C'est un petit peu compliqué. Mais il y a une haine de l'éditorialiste égale macronien, avec deux revendications. Il montre pas les violences policières. Et franchement, pour 18 yeux crevés, 4 mains coupées, des tas de gens, etc., je trouve que effectivement, il y en a qui ont eu l'indignation un peu légère, hein, ils sont vite passés sur le sujet. Il a fallu qu'il y ait des gens qui travaillent sur ces violences policières pour qu'on aborde sérieusement le sujet. Puis je les ai vus, quoi. Je me suis fait braquer moi-même, hein, bon, voilà. Donc ça, c'est un truc qui choque énormément. Et il y a vraiment... l'idée, ils nous parlent avec condescendance. Ils font partie de ce truc du mépris. Il y en a qui parlent aux gilets jaunes comme à des neuneux quand même, hein, sur les plateaux de télévision. Bon, il y en a très bien, mais voilà. Donc cette hostilité est partie. Et alors, en plus, ça va vite et c'est au limite du cassage de gueule dans les manifs, quoi. Encore une question. La dernière. Vous avez parlé des 2 patients des Gilets jaunes. Vous n'avez pas mentionné par contre la présence assez importante de drapeaux français dans les manifestations. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un désir de nation, donc oui, tout à fait. Tout à fait. De l'immigration, mais un désir qui serait peut-être tu, peut-être par autocensure? Alors, il y a 2 choses dans cette fierté, c'est nous sommes le peuple, nous sommes la France. Hein, donc il y a un discours de fierté nationale. Le seul truc qu'ils savent chanter, c'est la Marseillaise. Hein, après, ils se sont ajoutés quelque chose, 2-3 trucs, Macron, tête de con, etc. Mais ce qu'ils ont chanté essentiellement, c'est il y a un côté fierté nationale, qui est net. Alors, ça a probablement évolué là-dessus. Sur l'immigration, on va être franc, ce sont des manifs de blancs. Bon. Sauf oui, ceux qui a vu. Sauf celui qui a injurié Finkielkraut, etc. Et quelques autres, hein, quand même, il y a eu des accrochages. Alors, il y a aussi des soraliens. Ça, c'est vrai, ça existe. Moi, j'ai vu des gars avec l'ananas sur le gilet jaune, dont des grands blagues de 2 mètres de haut. Voilà. C'est des dieudonnistes. C'est le dieudoniste, tu vois. C'est le dieudoniste. Et le dieudoniste et le soralien, c'est parfois... j'ai connu à l'époque où il était marxiste, un soralien. Bon. Passons. Voilà, il y a ce côté-là. La question de l'immigration, elle a été tellement... Oui, il y a une culpabilisation, quoi, hein, sur cette question.
Honnêtement, je peux rien vous dire scientifiquement. Du doigt mouillé, oui, j'ai l'impression que c'est un non-dit extrêmement important. Comme le truc a été complètement tabouisé, si vous en parlez, vous êtes infiltré par le Rassemblement national ou vous êtes des soralo-dionistes. En plus, les soralo-dionistes ne sont pas contre l'immigration, mais c'est un autre débat. Et puis c'était tabou, on n'en discutera pas. Dès que vous en parler, c'est sortir des valeurs de la République. Bon là, c'est le tabou. Voilà. Les tabous, c'est fait pour ça. C'est fait pour faire fermer votre gueule. Et quelle est la solution institutionnelle à cette question? On peut alors institutionnelle. Bon, si j'avais une solution, je créerais mon parti et je gagnerais les élections. Mais alors la solution institutionnelle, il me semble que la proportion. Alors on peut s'il y avait la proportionnelle, ça résoudrait en grande partie ce problème de la mauvaise représentation et sociologique et politique. Les deux. C'est sûr. Est-ce que là, ça nous ferait retourner à la 4e République? On peut avoir un long débat là-dessus. Oui, la Belgique ou un tas de pays comme là, complètement barbares, ils livraient la guerre civile comme la Suisse, des pays comme ça. Quoi. Ouais. Non, ce qu'a dit Macron sur la Suisse, c'était assez étonnant quand même. Bon, je crois qu'il faut qu'il y ait une relégitimation politique. Le truc, on vous écoute dans le grand débat, puis on va vous faire un référendum pour savoir s'il vous faut 40 députés de moins. Si on dit, même les incultes voient qu'il y a un peu un piège quoi dans cette question. Voulez-vous plus de bonheur? Voulez-vous que les feux rouges soient bon voilà. Moins rouge ou plus rouge. Voilà, on peut toujours monter des trucs comme ça. Puis il y a un truc qui est bête. Si on est questionné comme ça, qu'a fait De Gaulle? Élection. Je me relégitime. Bon. Alors ceci dit, si on essayait le coup, je suis pas sûr que Macron perdrait, mais voilà. Vote obligatoire. Personnellement, je serais pas contre. Oui. Voilà, mais le truc, c'est la Belgique là que vous êtes en train de dire. Oui. C'est les Belges. Voilà. Alors, vous savez, je m'appelle Huyghe, je suis sympathisant. Merci.